la mer, on a 23 degrés ce matin. Et pour l'air, on a 25. Donc on notera bien l'absence de méduses ce matin. Je me baigne vers 3h30, 4h. Vous n'avez jamais eu de soucis avec des méduses? Jamais. Ça sera pareil pour aujourd'hui parce que on est allé nager ce matin, on n'a vu aucune méduse. Ah bah c'est bien. Voilà. Alors vous êtes des jeunes pompiers là. Voilà, c'est ça. C'est bien. Maxence. Maxence n'a jamais été piqué? Non. Jamais. Pour l'instant, on croise les doigts. Ouais. Après, il faut savoir, voilà, on a tout ce qu'il faut au poste. D'accord. Et une procédure qu'on applique assez régulièrement. D'accord. Ces organismes qui sont dans le milieu marin depuis 650 millions d'années, il faut apprendre à partager les bords de plage l'été avec ces espèces qui n'ont rien demandé. Elles sont là parce qu'elles ont été amenées par les courants. Les pullulations de méduses sont un fait réel. On ne peut pas le nier, donc c'est pas psychologique, elles sont là. On a une crainte en fait que les océans deviennent de plus en plus gélatineux. C'est-à-dire qu'on remplace progressivement les poissons par des méduses. L'homme en général a une grosse peur, c'est la peur de l'inconnu ou la peur de l'incertain. Tout au moins la peur de ce qu'il ne domine pas ou ce qu'il ne maîtrise pas. Effectivement, dans l'eau, la plupart du temps, on ne voit pas le fond. Il y a toujours cette appréhension d'être sous la menace permanente. C'est la même chose pour les requins, hein, mais sous la menace permanente d'une arrivée aquatique qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas et qui vient pour nous faire du mal. Lorsque on regarde les études sur les peurs collectives, notamment, c'est toujours la peur de l'incontrôlable et la peur du non maîtrisable. C'est-à-dire que l'être humain déteste ce qu'il ne contrôle pas et ne maîtrise pas. Dans l'image des méduses qu'on a pu recueillir, il y a des aspects positifs liés à son aspect coloré, un peu diaphane, un peu corolle, qui ressortent. Mais la plupart du temps, c'est l'aspect dégoûtant de la méduse, c'est-à-dire visqueux, gluant. Ça, ce sont des termes qui reviennent très très souvent dans le discours des individus. Donc c'est visqueux, c'est gluant, et puis surtout c'est urticant, ça pique. Et c'est ça surtout qui crée la psychose. Merci d'écouter Europe 1. Très bonne journée. Europe 1, il est 9h. On les a déjà repérés un peu partout sur le littoral, notamment sur la Côte d'Azur, où la Pelagia noctiluca, une méduse particulièrement urticante, empoisonne la vie des baigneurs. Depuis 2003, elle ne quitte plus nos côtes. Les chercheurs évoquent le réchauffement climatique. Soyez donc vigilants pendant la baignade. Sur la Côte d'Azur, certaines communes ont carrément... Depuis une dizaine d'années, de petites méduses violettes reviennent chaque été sur les plages de Méditerranée. D'autres sont en passe de coloniser la mer du Nord, où s'échouent par milliers sur la côte atlantique. Ces prédateurs gélatineux ne sont pas seulement néfastes pour les baigneurs et les vacanciers. Ils sont le cauchemar des pêcheurs et inquiètent les professionnels du tourisme qui redoutent chaque été d'assister à une nouvelle invasion. Ces vagues de méduses intriguent également la communauté scientifique qui se mobilise pour tenter de comprendre ce phénomène de prolifération. Alors celle-là est particulièrement urticante. Ce sont des Pelagia noctiluca, des méduses qui ont été pêchées dans l'anse des Goudes il y a 2 jours. Donc on a la cloche ici qui peut être urticante aussi. Là, ce qu'on peut voir ici qui pend, c'est pas les tentacules, c'est la bouche de la méduse. Elle a 4 grandes lèvres en fait qui vont lui servir à mener la nourriture vers le système digestif qui se trouve dans la cloche.
Alors ce sont des organismes qui sont planctoniques, c'est-à-dire qui sont incapables de se déplacer contre les courants. C'est pour ça que quand on va les trouver, par exemple, sur les plages, elles n'ont pas décidé de venir sur les plages embêter les touristes, c'est qu'au contraire, les courants sont venus trop près de la côte et elles se sont trouvées coincées à la côte. Ces animaux qui sont très jolis, qui se déplacent de façon très élégante dans le milieu marin. Et c'est vrai quand on commence à travailler avec elles, on a tellement envie d'apprendre qu'en fait, on peut passer des heures et des heures à les regarder et essayer de mieux les comprendre. Après, ce sont des organismes extrêmement simples. Donc il y a beaucoup moins d'organes à observer que chez un mammifère, par exemple. On sait très bien qu'elles n'ont pas de cerveau. Il y a la cloche, il y a le système digestif, une bouche et des tentacules. C'est à peu près tout ce qu'on trouve chez les méduses. Donc c'est vrai que la disséquer ou connaître son fonctionnement, ça on arrive à le faire. Connaître son rôle dans l'écosystème marin, ça c'est plus difficile. Cela fait bientôt 15 ans que Delphine Thibault-Botta parcourt les mers et les océans pour étudier les méduses et tenter de comprendre les causes de leur prolifération. Aujourd'hui, avec le Centre d'océanologie de Marseille, elle s'intéresse au retour de ces organismes gélatineux dans les lagunes de Méditerranée. En particulier dans l'étang de Berre, où elles sont brusquement revenues en 2005, alors qu'elles avaient disparu depuis 40 ans. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer les éléments nutritifs qui sont présents dans l'étang, l'azote, le phosphate. On fait un prélèvement aussi spécifique pour l'ammonium. C'est un traceur dans les milieux qui sont un petit peu perturbés. Et là, on a pris de l'eau pour faire des mesures de chlorophylle. Donc, pour savoir si l'étang est plutôt pauvre ou plutôt riche. On sait qu'il est, vu la couleur de l'eau, plutôt très riche. C'est un petit peu un des critères pour voir si l'étang est fonctionnel ou dysfonctionnel. Et là, on peut faire les gélatineux. Donc tous les 15 jours, on fait exactement les mêmes manipulations sur les 3 stations de l'étang, de façon à mieux comprendre comment fonctionne l'étang et quelles sont les chances pour que les gélatineux qui s'y sont installés y restent ou au contraire quittent l'étang. On cherche tous les gros gélatineux. Alors soit des petites méduses comme les Aurelia, soit l'espèce invasive de Ctener qui s'appelle Nemiopsis leidii. Mais je crains qu'il ne soit pas en rendez-vous cette fois-ci. Non, il n'y a rien. Peut-être à la 3e station. Non, c'est des animaux très capricieux. Quand on les cherche, ils se cachent. Et quand on n'en veut pas, ils sont là. Alors là, on a récolté 3 Aurelia qui ont disparu pendant quasiment une 50aine d'années. Et on les voit revenir dans l'étang depuis une petite dizaine d'années maintenant. Pour moi, la méduse, c'est un peu comme le signal d'alarme qui vient un peu trop tard. Souvent, elle arrive quand l'écosystème a tellement été perturbé ou parce qu'on a fait de la surpêche, parce que c'est un milieu où on a mis un peu n'importe quoi. La méduse a des seuils de résistance très élevés, contrairement par exemple aux poissons ou à la moule et ainsi de suite. Ce qui fait qu'elles vont être beaucoup plus résistantes. Et on va les voir arriver souvent dans des écosystèmes qui ont été extrêmement perturbés, en train de dire « Coucou, on est là parce que plus rien ne va ». Il y a des espèces qui sont un peu alarmistes en disant « ça va mal aller ». La méduse, c'est « ça va mal ».
Et pour réussir à rebalancer les choses vers des écosystèmes qui sont plus fonctionnels, là, ça va être difficile. Je vais refaire les mêmes points. Et donc, on va vérifier si on a les mêmes espèces de ces choses-là. Je crois. Ici, on étudie un peu la base de la chaîne alimentaire dans les océans, c'est-à-dire que sans plancton, il n'y aurait pas de poissons. Donc nous, on étudie notamment le zooplancton. La nourriture des larves de poissons, ce sera essentiellement des petits crustacés comme les copépodes qu'on peut voir ici. Et donc une petite méduse, du coup, se nourrit également de ces copépodes. Donc il peut y avoir une concurrence, il y a notamment une concurrence entre les poissons et les méduses. Voilà. Donc pour le grand public, les méduses, ce sont vraiment des grosses méduses qui piquent, etc. Mais en fait, il y a des méduses qui font quelques millimètres, donc on ne peut pas apercevoir à l'œil nu, et jusqu'à des méduses qui font 2 mètres de diamètre, vraiment qui sont très 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 grandes. Et souvent, les grosses méduses gagnent sur les poissons, quoi. Il commence à y avoir des méduses. Un fléau, oui. Plus ces eaux vont se réchauffer, plus il va y en avoir. En plus, il y en a plusieurs sortes. Quand c'est pas les unes, c'est l'autre espèce qui prend le relais. Il n'y en avait pas il y a quelques années, puis c'est venu vraiment en force. Alors dès qu'il y a un petit courant, dès qu'il y a des vents, ça remplit des espèces de cylindres que vous avez vu. Et je sais plus. Dans tous les cas, ça bouche les mailles du filet, ça empêche l'aspiration. Ça arrive qu'il y ait tellement de poids dedans que le moindre courant, le filet il fait voile et que ça le traîne, il se déchire, il se décale. Et puis vous voyez, les filets salissent assez vite, bien souvent à cause des méduses. Ça fait une pellicule visqueuse sur les mailles, ça accroche plus facilement toutes les matières en suspension. Elle se colle au filet et ça empêche de pêcher. Et puis elle rentre dans les filets tout simplement. Hein. Elle rentre selon les courants. Elles suivent l'appareil, elle rentre dans les cœurs. Et elles obstruent le passage pour les anguilles. Sur quelques années, j'ai pu voir la différence. Il n'a plus l'aspiration après. Allez, on est parti. Oh mon amour.
les pêcheurs, eux, leur grosse problématique, c'est que ça entrave leur activité professionnelle habituelle. Ça bouche, ça endommage les filets de pêche. Notamment, ils se trouvent parfois à ramener plus de méduses que de poissons dans les filets. Donc pour eux, c'est avant tout, c'est le terme qu'ils emploient, une saloperie qu'il faut absolument éradiquer. Et puis du côté des usagers, oui, la peur, c'est cette peur de l'inhumain qui vient envahir l'espèce humaine, et d'autant plus quand c'est une espèce étrangère. Donc il y a l'invasion et la peur de l'étranger finalement qui se trouve derrière cette peur de la prolifération. C'est étudié depuis des siècles. On connaît bien certaines espèces, on connaît très bien leur cycle de reproduction, leur cycle de vie, mais il y a énormément de zones d'ombre, en particulier les pullulations. Bon, c'est ce qui nous embête le plus, les pullulations de méduses. En Méditerranée, plus particulièrement, il s'agit de la fameuse pélagie, qui est quand même urticante, pas dangereuse, mais urticante, donc il faut modérer. Donc, effectivement, le phénomène de pullulation n'est pas très bien connu. On parlait d'un cycle qui se remettait en route tous les 12 ans, c'est-à-dire 7 à 12 ans, on avait des pullulations tous les 7-12 ans. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus de ce cycle, qu'on peut avoir des pullulations tous les ans. Et une autre observation, c'est qu'on ne les observait qu'en été, lorsque l'eau de mer est plutôt chaude. Et là, elles sont présentes toute l'année. Il y a 30 ans, on savait qu'on avait des cycles d'années à méduses et d'années sans méduses. Et c'était un schéma qui se répétait assez régulièrement. Actuellement, on est dans la 13e année consécutive où on a des méduses. Donc on est en dehors des clous de ce qui a été observé précédemment. C'est-à-dire qu'avant, même s'il y avait un cycle qui pouvait éventuellement être un cycle naturel, visiblement, on n'est plus dans ce schéma qui a été décrit précédemment. Après qu'il y en ait plus, je ne pense pas forcément qu'il y en ait plus. Donc au Japon, ils ont vraiment des problèmes au niveau de grandes méduses. Méduse qui fait 200 kg, 2 mètres de diamètre. Et ça pose d'énormes problèmes puisque ça va boucher totalement les nasses côtières qu'ils utilisent pour piéger les poissons. Mais également, il y a eu des problèmes parce qu'il y a eu tellement de méduses dans les filets des pauvres pêcheurs que ça a fini par couler 1 ou 2 bateaux. Entre Nice et Monaco, le centre océanographique de Villefranche-sur-Mer est une des plus anciennes stations marines du CNRS. Depuis plus d'un siècle, on y étudie l'écosystème de la Méditerranée, en particulier le plancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire des organismes marins. Chercheur en écologie marine, Fabien Lombard s'est spécialisé dans l'étude du plancton gélatineux et s'intéresse en priorité à la Pelagia noctiluca, une méduse particulièrement urticante. À la pêche, c'est très bonne, on a beaucoup de plancton gélatineux. On a tout plein de petites méduses. Donc là, on a vraiment le bloom de plancton gélatineux qui a démarré. Et on a vraiment une très grande diversité. On a vraiment tout plein d'espèces de méduses différentes. C'est vraiment très très intéressant. La Mnénopsis, c'est pas très photogénique. Alors on sort tous les jours, plusieurs fois par jour. On va attraper du plancton et cela va nous permettre de déterminer quelles sont les évolutions du plancton à long terme. Est-ce qu'on a plus ou moins de plancton normal? Est-ce qu'on a plus ou moins de plancton gélatineux? Quelle est l'influence du climat sur celui-ci? Et le deuxième but, en fait, c'est d'échantillonner des organismes vivants, frais, pour ensuite essayer de les observer en laboratoire, essayer de les élever, essayer de les faire se reproduire, observer comment est-ce qu'ils se comportent. T'as pas une petite écope ou un truc comme ça? Non? Ouais. Parce que c'est fragile quand même, ces petites saloperies. Délicatesse. C'est bien d'avoir rempli le bocal. Tu vas le porter une portion là-bas maintenant? Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça. T'es futé.
Ah, il y en a encore pas mal, ouais. Donc là, en fait, je suis en train de transvaser la pêche de plancton de ce matin. Donc ça, c'est les organismes les plus abondants qu'on a dans le plancton. Ce sont des copépodes. C'est vraiment eux qui servent de nourriture principale à tout ce qui est plancton gélatineux, mais aussi aux poissons, etc. Donc c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire. C'est eux qui vont brouter le phytoplancton, donc les algues planctoniques, et qui donc vont amorcer la chaîne alimentaire. Donc dans le contexte des méduses, il est intéressant de savoir combien est-ce qu'on a de copépodes, combien est-ce qu'on a de plancton gélatineux, pour savoir ce que les méduses, elles, ont à manger. Donc en fait, le fait d'avoir plus de méduses va induire aussi que les poissons vont avoir moins de proies. Donc c'est vraiment une compétition, et inversement, s'il y a beaucoup de poissons, les méduses ne vont pas avoir autant de proies qu'elles le voudraient. C'est-à-dire que les poissons adultes peuvent manger des méduses bébés. Et inversement, des très grandes méduses peuvent manger des bébés poissons. C'est-à-dire que celui qui est le plus présent dans l'écosystème sous forme adulte va en fait contrôler par prédation aussi la population de l'autre. C'est darwiniste, hein, c'est celui qui mange l'autre survit. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre quels sont les cycles et les évolutions qu'il y a dans le plancton pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Celle-là, elle est percée. Ça, c'est typique des oiseaux qui viennent transpercer l'ombrelle pour manger les gonades. En fait, la gonade n'est plus entière. C'est celle qu'on appelle la méduse violette. Son nom scientifique, c'est Pelagia noctiluca, parce qu'elle vient souvent du large. D'où le nom Pelagia. Et en plus de ça, quand on l'énerve un peu la nuit, elle a tendance à briller. Donc en fait, elle brille la nuit, d'où son nom d'espèce Noctiluca. Alors c'est une méduse qui est très urticante. On a une partie du venin qui est neurotoxique. Donc le but de ce venin, c'est d'immobiliser sa proie. Et derrière, il y a un venin qui est lytique, c'est-à-dire son but, c'est de commencer à digérer la proie. Et c'est ce qui nous laisse cette marque de brûlure, en fait, c'est parce qu'on a commencé à se faire digérer par la méduse. L'autre subtilité, c'est que ces cellules en fait sont très lâchement attachées à la méduse. Quand on va se faire piquer, il y en a une grande partie qui a fonctionné, mais on en a encore une grande partie qui n'a pas marché. C'est-à-dire que sur notre peau, on a tout plein de ces cellules urticantes qui sont en attente de piquer. Et le réflexe, évidemment, quand on se fait piquer, c'est de se frotter. Et là, on vient d'activer toutes celles qui restaient. C'est pour ça que généralement, on conseille soit de se frotter avec du sable, soit de gratter avec une carte de crédit dans l'eau de mer, pour justement enlever ces cellules urticantes qui n'ont pas marché. Ce sont les tentacules qui sont le plus urticantes. C'est ça qui va malheureusement piquer le nageur l'été. On les voit très bien sur celles qui nagent ici dans l'aquarium. On voit très bien à l'arrière toutes ces tentacules qu'elle laisse traîner, qui vont lui permettre d'attraper sa nourriture. Sur les tentacules, il y a des milliers de cellules urticantes qui sont constituées d'un petit harpon rattaché à une réserve de venin. Donc dès que la tentacule va venir en contact, soit avec une proie, soit avec malheureusement la peau d'un nageur, ça va activer le petit harpon qui va partir à une vitesse extrêmement rapide, à 4000 fois la gravité terrestre, et pénétrer à travers, généralement dans les parties sensibles, l'épiderme et le derme, et relarguer à l'intérieur donc de nos tissus ce venin.
Ce n'est pas une arme de défense. Elles ne vont pas piquer un plongeur parce qu'il passe à côté d'elles. C'est juste que malencontreusement, les tentacules qui dérivent vont se trouver dans le passage du nageur. Celles-là, ça fait déjà 2 semaines qu'on les a attrapées et on en arrive généralement à les maintenir 3-4 mois en laboratoire en les nourrissant. On n'arrive pas à les maintenir plus longtemps. Alors là, par exemple, je vais nourrir celle-là, vous allez voir qu'elle va rétracter les tentacules. Voilà. Donc on voit les tentacules, les filaments pêcheurs attrapent les proies et quand elle en attrape un, voilà, le bras oral se replie pour apporter la proie jusqu'à la bouche. Là, je leur ai donné du plancton, des petits copépodes qu'on vient d'attraper, donc du plancton vraiment frais. Hop là, on voit celle-là là, qui vient vraiment de rétracter ses bras oraux pour attraper une proie. Allez, tu vas pas me manger. Voilà. On va te mesurer, toi. 6,5 cm de bord à bord. Alors en fait, c'est vraiment des organismes totalement aveugles. Ils peuvent éventuellement détecter qu'il y a de la lumière ou pas de la lumière. Donc ils chassent au toucher. Si c'est du plancton ou un petit poisson, la méduse a gagné vu qu'elle a trouvé à manger. Si c'est un touriste, ben, elle aura dépensé, je dirais, ses cellules urticantes pour rien parce qu'elle aura piqué le baigneur. Mais elle n'a aucun moyen de réussir à le manger. Et même nous, en laboratoire, elle essaie de manger la pipette quand on l'amène. Elle essaie de coller après et de la manger. En général, une piqûre de méduse, bon, c'est comme un choc électrique. Ça fait un choc hein, quand même. Pour certaines personnes, ça peut avoir un impact plus important. Cette année, c'est plus calme. Il y a eu des années où, notamment il y a 2 ans, il y avait beaucoup plus de méduses que ça. Mais après, je vous dis, ça dépend des températures, ça dépend des vents, ça dépend des courants, ça dépend de beaucoup de choses. Les gens se posent des questions et ils veulent savoir si oui ou non, s'il y a des méduses dans l'eau. Voilà. C'est quand même une préoccupation majeure, je dirais. L'an dernier, il y a eu des journées où on avait quand même presque 150 personnes qui venaient nous voir pour des piqûres de méduses. Il y avait la queue au poste, des piqûres, donc pommade sur pommade, voilà. Il y a des journées où on n'arrête pas, quoi. Bon, là, c'est un peu plus calme en ce moment, hein. C'est par période. Allez-y, rentrez. Asseyez-vous sur la chaise. Je vais vous passer un peu de pommade. Et je l'ai juste frôlé, en fait. J'ai mis la main dans l'eau et... C'est la première fois? Non. Non, c'est déjà arrivé? Ouais. D'accord. Donc là, je vais vous passer de lactose. Vous n'avez pas d'allergie connue? Pas de problème particulier? D'accord. Donc après, une fois que je vous aurai passé la pommade, je vous demande d'éviter de retourner dans l'eau. D'accord. Et de ne pas rester au soleil, voilà. Allez. Bah merci. Je vais prendre votre lampe maintenant sur la main courante, on va monter ça et puis c'est bon. Les méduses qui piquent, les Pelagia noctiluca, qui sont le cauchemar des touristes, ont un comportement qui est largement méconnu. Ce sont des méduses hauturières, ça veut dire de pleine mer. Ce qui conditionne leur reproduction, ce qui conditionne leur comportement. Et c'est un comportement qu'il faut connaître. C'est pourquoi on étudie cette méduse au laboratoire, mais aussi en mer. Normalement, dans leur habitat naturel, ces méduses-là se trouvent entre 300 et 700 mètres de profondeur le jour. Elles remontent se nourrir la nuit à la surface. Quand la lune se couche au milieu de la nuit, la mer est boursouflée. Elle est boursouflée parce que les cloches de méduses, les ombrelles, sont carrément à la surface quand c'est le noir.
Pelagia noctiluca naît dans un grand tourbillon marin qui est entre le nord de la Corse et le continent. Et c'est des organismes qui ont besoin d'aller jusqu'à 300 mètres de profondeur pendant la journée. Dès qu'elles vont arriver dans les zones proches de la côte, la profondeur n'est plus de 300 mètres, elles sont plus capables de migrer et de faire ce cycle qui est vital, et elles vont en fait devenir un peu moribondes et venir s'échouer sur les plages et mourir. Au large de Villefranche-sur-Mer, on a la mer Ligure, et puis dans cette mer Ligure, les courants circulent à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre, de telle sorte que l'eau circule devant la Corse, puis ensuite va dans le fond du golfe de Gênes, Gênes se trouve ici, et va vers Toulon. Et cette circulation cyclonique engendre la remontée d'eau profonde qui vont apporter vers la surface des sels nutritifs. Les sels nutritifs, c'est des nitrates, des phosphates qui vont permettre à des végétaux, puisqu'il y a de la lumière dans la surface, de se développer. Et on aura un développement, par exemple, le long de la partie de ce courant au large, très importante, de phytoplancton sur tout son trajet, en abondance. Et ce phytoplancton, ces végétaux vont permettre à des animaux, des petits crustacés, des copépodes, de se développer eux-mêmes, puisqu'ils vont venir les manger. Et ces petits animaux vont servir de nourriture à tous les autres carnivores, et en particulier aux méduses. Les méduses viennent manger les animaux qui se sont développés grâce au phytoplancton. C'est des animaux qui ne... Je dirais, ils n'ont pas de notion géographique, ils ne savent pas où il faut aller. Le plancton est transporté par les courants. Le courant n'est pas constant. En fait, il va être déplacé soit vers la côte, soit vers le large par le vent. Le vent est très fort, il va pousser ce courant vers la côte et il va en somme entraîner les végétaux, les animaux et les méduses vers la côte. Les baigneurs voient ces animaux-là parce qu'ils sont transportés incidemment dans les baies et ils restent dans la baie puisqu'ils sont piégés. C'est vraiment comme la pêche à la ligne, c'est dès qu'elles attrapent quelque chose avec leurs tentacules, elles ramènent le tentacule à leurs bras oraux et les bras oraux ensuite ramènent la nourriture jusqu'à leur bouche. Et les méduses, c'est une société visiblement où les membres cohabitent bien, il n'y a pas de problème d'agression. Il faut bien les nourrir. Il faut bien les nourrir. Il faut bien les nourrir parce que sinon elles ont tendance à essayer de se manger les unes les autres. Ah, quand même. Les arrivées massives de méduses sur les plages de la Côte d'Azur sont devenues un cauchemar pour les élus des communes du littoral. En 2011, le Conseil général des Alpes-Maritimes a décidé de cofinancer les recherches de l'Observatoire de Villefranche-sur-Mer, avec une priorité, mettre en place un bulletin météo des méduses. On peut parler de météo-méduse, d'ailleurs ça s'appelle Médazur. C'est un programme qui permet d'observer le déplacement des méduses qui se situent en général au large des côtes, entre 10 et 35 km des côtes, et qui peuvent, au gré des courants, des vents également, envahir littéralement des plages. Et naturellement, si nous avons cette information, nous pouvons renseigner les baigneurs éventuels de la présence ou non de ces méduses ou du risque. Et une des nouveautés justement du programme de 2013, ça sera de pouvoir donner aux administrés, aux habitants de ce département ou aux touristes un indice de fiabilité sur les prévisions d'arrivée de ces méduses. On a des sorties en mer qui permettent de quantifier les abondances des méduses, à la fois la distance à la côte et puis l'abondance des méduses au large. On intègre ça ensuite comme une source dans un modèle qui va prédire les déplacements de ces méduses. Donc on connaît les courants dans cette zone, on place les méduses là où on les a observées et on extrapole, c'est-à-dire qu'on utilise les courants pour calculer les trajectoires. Alors ça s'apparente un peu à la prévision du déplacement des nappes de pétrole, sauf que là c'est des nappes de méduses. Donc on utilise des courants qui permettent de calculer des trajectoires, et ces trajectoires virtuelles permettent de quantifier où et quand les échouages sont les plus probables.
Afin de mieux comprendre le processus de pullulation des méduses, le CNRS de Villefranche-sur-Mer a créé une unité de biologie fondamentale dédiée au plancton gélatineux. Ici, la chercheuse britannique Evelyn Knowlitson a réussi à reproduire en aquarium le cycle de reproduction de Clytia, une petite méduse de 1 à 2 cm, présente dans tous les océans. On a réussi à faire la culture dans le laboratoire de façon on peut maîtriser le cycle de vie. Donc on a toutes les étapes de développement. Et ce qui est très intéressant au niveau de la recherche, c'est que tous les stades de la vie sont complètement transparents. Donc, y compris l'adulte, la méduse, où on a les organes, donc les gonades, les tentacules, la bouche, l'estomac, les canaux, qui sont tous transparents et qui nous permettent d'étudier les processus qui, chez un humain, sont tout cachés à l'intérieur du corps. Et une autre chose qui est très très intéressante, c'est que le cycle de vie de cette espèce a un stade polype, donc un stade végétatif. Donc nous, quand on veut une nouvelle génération de méduses, on prend un de ces plaques et on le met dans un bac comme ça pour la nuit. Et le matin, on a des milles de petites méduses qui ont été nées et tous génétiquement identiques. Comme la plupart de ses cousines, la méduse Clytia naît d'un polype, qui est une sorte de bourgeon fixé sur une algue, un rocher ou un coquillage. Ces colonies de bourgeons sont tapies au fond de la mer et attendent les bonnes conditions pour libérer leurs larves de méduses. On n'a pas besoin de faire des cycles de reproduction sexuée pour avoir une nouvelle génération de méduses. Si dans les temps, quand les conditions sont bonnes, il y a beaucoup de proies, ça peut aller générer beaucoup de méduses très rapidement à cause de ce phénomène de bourgeonnement à partir d'un tapis de polypes qui est déjà en place. Donc tout l'hiver, par exemple, le tapis de polypes peut rester en place, peut manger, peut alimenter et qui peut être prête quand les conditions à le printemps viennent. Il y a beaucoup de petites copépodes ou d'autres proies dans la mer, que ça peut les transformer presque instantanément en nouvelles méduses. Et ça explique un petit peu les grandes arrivées de méduses. Si on veut, c'est très réactif à les conditions environnementales. Donc c'est comme un switch. Si les conditions sont bonnes, ça peut faire très rapidement les méduses. Et tu vois, entre les deux, en fait, là, ça monte, mais beaucoup plus long chez... Malgré une meilleure compréhension du cycle de reproduction des méduses, la fréquence des proliférations de ces dernières années reste une énigme pour la science. Les chercheurs manquent encore de recul pour pouvoir affirmer qu'il s'agit d'une conséquence du réchauffement climatique, de la pollution ou des activités humaines. Mais la surpêche du thon rouge, grand amateur de méduses, est aujourd'hui pointée du doigt. La surpêche va avoir un double effet. D'une part, enlève les poissons, donc enlève un compétiteur potentiel aux méduses. Donc la méduse n'a plus de compétiteur, donc il y a plus de proies. Comme la nature a horreur du vide, eh ben on a plus de méduses pour compenser cet afflux de proies plus important. Mais également, comme les poissons adultes sont des prédateurs des petites méduses, le fait d'avoir moins de poissons va favoriser le développement de ces populations de méduses puisqu'elles sont moins mangées. Et donc on va en avoir plus. Ensuite, la qualité d'eau, qui est riche en nitrates à cause des pollutions, qui favorise la production, ce qu'on appelle du phytoplancton, c'est du plancton végétal microscopique qui lui sert à nourrir des petites larves et des crustacés, qui sert de nourriture aux méduses. Donc elles ont tout ce qu'il faut, et puis elles n'ont plus les prédateurs pour les embêter. Il y a une évolution très importante et rapide de l'urbanisation, de la fréquentation côtière qui est de plus en plus importante, de l'effort de pêche qui est devenu de plus en plus important, de la pression de l'homme sur le milieu qui a explosé ces 20 dernières années. Quand on me téléphone, parce qu'il y a des citoyens qui nous appellent, alors quand est-ce que vous allez les éradiquer? Quand est-ce que vous allez les tuer? Non, ce sont des créatures comme nous, ils ont droit à la vie, et au contraire, s'ils prolifèrent, c'est d'une certaine façon aussi notre faute. On est bientôt 7 milliards, c'est normal, il faut manger, donc quelque part nous facilitons leur prolifération.
Là, il y en a quelques-uns, donc ça permet quand même de faire de la récolte. Mais on est quand même obligé d'attendre pas mal de les voir arriver. Merci. Voilà ce qu'on a trouvé dans l'eau ces derniers jours. Donc c'est un cténophore qui s'appelle Mnienopsis, qui, quand elles sont éclairées d'une manière assez particulière, brillent de toutes les couleurs. Ils n'ont pas de cellules urticantes, ils ne vont pas piquer leur proie, ils vont juste les coller avant de les manger. Alors on peut voir la méthode de chasse de cet organisme-là, qui est vraiment un chasseur à l'affût. En fait, il se déplace dans l'eau avec ses lobes vraiment déployés. Et si jamais il y a une proie qui passe à proximité, elle va refermer ses lobes pour capturer la proie. Hop là, voilà, là elle ferme les lobes. Et là, s'il y a une proie, elle est piégée à l'intérieur. Ce nouveau venu sur les côtes européennes est originaire du golfe du Mexique. Il a vraisemblablement été transporté par des pétroliers qui font la liaison entre les côtes des États-Unis et la mer Noire. Effectivement, ces supertankers remplissent leurs cuves d'eau de mer quand ils voyagent à vide, afin de garder une bonne flottabilité. Une fois sur place, ils vident cette eau dans les ports d'arrivée, afin de pouvoir embarquer leurs marchandises. Évidemment, quand il arrive à destination, il va décharger son eau avec tous les organismes qui éventuellement auront pu faire le voyage en passager clandestin. Sauf que cet organisme-là est hermaphrodite, et il peut éventuellement s'auto-féconder. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on ait un seul organisme viable qui arrive à destination pour qu'une population reparte. L'Hemiopsis lady s'est rapidement adaptée au littoral européen. En 10 ans, elle a colonisé les 2/3 de la mer Noire, où elle a fait chuter les populations de poissons, en particulier les anchois. Depuis, ce prédateur gélatineux s'est peu à peu répandu en Méditerranée, sur les côtes d'Israël et dans l'étang de Berre, où il a trouvé des conditions favorables à son implantation. Alors l'étang de Berre, on s'y intéresse depuis 2007-2008. On essaye de mieux comprendre déjà comment cette espèce s'y est installée, comment elle y vit et quel est son rôle sur le fonctionnement de l'écosystème. Les gélatineux comme l'Hemiopsis, quand il est arrivé soit en mer Noire ou dans l'étang de Berre, c'est une espèce qui est prédatrice, c'est-à-dire qu'il va se nourrir sur du zooplancton, des petits crustacés. Donc c'est une espèce qui a un fort pouvoir invasif. Alors là, on a récolté du plancton. Donc c'est un peu pour savoir quelle est la quantité de plancton qu'il y a de disponible dans l'étang de Berre. C'est très très riche aujourd'hui. Il y a de quoi manger. La méduse a trouvé un endroit où c'était un vrai festin pour elle. Il y avait largement assez de nourriture pour grandir et pour se développer. Donc elles ont des conditions environnementales qui correspondent aux conditions les plus favorables à leur croissance. Donc elles vont pouvoir pulluler de façon assez aberrante et provoquer des modifications importantes du fonctionnement de l'écosystème. La diminution de la pollution et l'amélioration de la qualité de l'eau semblent avoir favorisé le développement des méduses dans l'étang de Berre. Leur capacité à proliférer leur a permis de se développer plus rapidement que les autres espèces. Mais il faudra sans doute encore des années pour que l'étang retrouve un équilibre entre les populations de méduses et de poissons.
On va quand même jeter un coup d'œil à la simple juste là. J'ai pas regardé ce matin, on ne sait jamais. Une bonne surprise. Là, il faut le connaître le trou, hein, pour pas toucher. Ah ouais, bravo. Alors les anciens parlent des grosses méduses piquantes il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années. Moi, j'ai pas connu ça. Par contre, il y a Aurelia aurite, c'est une espèce endémique d'ici. Puis il y a des petites glailles qui sont arrivées. C'est des petites méduses phosphorescentes. Et ça fait une dizaine d'années. C'est inquiétant quand même, hein, parce qu'au fil des années, il y en a de plus en plus. Pour l'instant, ça nous empêche de pêcher pendant certaines périodes. Puis on arrive quand même à tirer notre épingle du jeu. Il faut voir dans les années à venir si ça peut pas venir contrarier l'effort de pêche. Pour lutter contre les arrivées de pélagia, plusieurs communes de la Côte d'Azur ont trouvé une solution pour protéger les baigneurs. Des filets anti-méduses. D'abord expérimentées à Monaco, ces barrières artificielles sont ensuite apparues sur les plages de Cannes, de Villefranche et de Beaulieu-sur-Mer. Pour se protéger des méduses, les baigneurs australiens enfilent parfois des combinaisons intégrales avant d'aller dans l'eau. Certaines pharmacies proposent des pommades anti-urticantes pour atténuer l'impact des piqûres, quand d'autres parlent d'introduire artificiellement des prédateurs de méduses pour limiter leur venue sur les plages. Ces réponses semblent bien dérisoires face aux problèmes posés par la prolifération de ces organismes gélatineux. On apprend toujours un peu chaque jour, malheureusement pas autant qu'on le souhaite puisqu'elles sont difficiles, elles se cachent, elles gardent leurs secrets et elles nous donnent beaucoup de fil à retordre pour mieux les connaître. C'est surprenant quand on leur donne à manger par exemple d'autres méduses, ça elles aiment bien se manger entre elles, c'est vraiment des monstres. Bon, tu me lâches. On parle d'océan de gélatine. C'est une des hypothèses qui est actuellement travaillée, parce que si elles deviennent incontrôlées, on risque en effet d'avoir à manger bientôt de la méduse, plutôt qu'un bon steak de thon, par exemple. Même si la connaissance a progressé ces 10 dernières années, les méduses gardent leur part de mystère. Sont-elles vraiment plus nombreuses qu'il y a 30 ans? Pourquoi viennent-elles échouer sur nos côtes? Allons-nous assister à une recrudescence de leur prolifération ou au contraire à un rééquilibrage de l'écosystème? Ces questions sont encore sans réponse et aucun scientifique ne se risque à faire des pronostics. Mais tous s'accordent à dire que c'est en limitant l'impact des activités humaines que l'on protégera la diversité de la vie dans les océans. C'est un rééquilibrage de l'écosystème. C'est pas un déséquilibre. Les méduses, il y en a eu depuis 500 millions d'années. Elles étaient là bien avant nous. Elles étaient là. Donc évidemment, si on supprime les poissons, on fait de la place pour quelque chose d'autre. Donc ce quelque chose d'autre arrive. On sait que l'homme peut avoir une action en revoyant sa façon de vivre, en essayant de sauver un peu les stocks de poissons, revoir sa politique de pêche, revoir sa politique de vie par rapport aux déchets rejetés en mer ou sur terre d'ailleurs, sa consommation. Donc il y a effectivement tout un travail à faire sur l'humain, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec les méduses. Elles font partie de notre chaîne alimentaire, elles ont tout autant le droit de vivre que vous et moi. Il faut simplement apprendre à vivre avec.